Le C-Space. Certains se souviendront que j'ai déjà fait une vidéo sur le C-Space, il y a 2 ans. Mais le C-Space présenté dans cette précédente vidéo a eu lieu dans des conditions très particulières. En effet, cette campagne s'est déroulée durant le Covid, et nous lancions une mini-fusée, pas une fusex. En minif, lors de ce précédent C-Space, on ne pouvait rester que les 2 premiers jours, c'est-à-dire le jeudi et le vendredi. Donc je n'ai jamais vu comment on qualifiait ni comment on lançait des fusex. Et cette expérience incomplète du C-Space n'aura pas manqué de nous causer des soucis. En effet, pour être très large, on pensait arriver le vendredi 14 juillet au soir. Donc on a passé toute la journée à conduire pour y arriver, avec un petit détour par Toulouse pour prendre le 3e membre de notre équipe de lancement. D'ailleurs, durant le trajet, une petite erreur de conduite qui arrive causera un arrêt brutal non prévu, un ARNP, de la voiture. Cet incident enverra voler la coiffe un peu en avance du reste de la fusée, et elle finira par se manger le dossier juste derrière ma tête. À ce moment-là, on avait très peur que la télémétrie ne marche plus. Si vous avez suivi la vidéo précédente, vous savez qu'elle se trouve dans la coiffe. Petit aparté, le C-Space c'est un événement, donc en théorie il peut avoir lieu partout. Mais les contraintes liées au lancement de fusée imposent quand même qu'on ne peut pas faire ça partout. Il y a eu des campagnes de lancement à Biscarrosse et dans d'autres lieux, et très souvent, c'était dans une base militaire. Ça permet d'avoir un environnement de base encadré et protégé. Depuis quelques années, le C-Space se produit au camp de Gers, situé à côté de la ville de Gers, qui est située entre les villes de Pau et de Tarbes. Mais la zone de lancement est aussi ouverte aux visiteurs pour certains jours. Il faut se renseigner sur le site du C-Space. Mais s'il vous plaît, ne venez pas en Bermuda ou claquettes. Il vaut un bon pantalon et des chaussures fermées, sinon vous allez vous faire démonter par les militaires. Et à raison. Personne ne veut ça, alors s'il vous plaît, faites attention. Au camp de Gers, il y a 2 grandes zones. La base, où se trouvent les ateliers, les dortoirs, l'accueil, le mess et le contrôle, et la zone de lancement, où se trouve la zone publique, les zones de lancement mini-fusée et fusex, et où vous pouvez venir lors des jours publics, à condition de suivre les indications sur le site du C-Space. Sur la zone publique, il peut y avoir des activités, mais en général, on y va surtout pour voir des fusées décoller. Donc une fois arrivé le soir au camp, on se rend compte que l'horaire affiché pour le mess n'est pas le bon. Le mess, c'est l'endroit où on mange dans la base. On mangera donc du pain, genre littéralement. On se rendra compte plus tard qu'en fait, on n'attendait pas les clubs aussi tôt. Normalement, les clubs arrivent tout le long de la journée du samedi, ce qui au final n'est pas plus mal, car on a pu s'installer comme on voulait, déballer nos affaires et choper des superbes porte-clés. Dans le matériel qu'on a apporté dans notre voiture, on a pris la fusée, ça serait con quand même, des outils en support de la fusée, tout ce qui est nécessaire pour la mettre en œuvre et la tester, du spare, c'est-à-dire des éléments de remplacement, ce qui servira à remplacer un élément qu'on aurait malencontreusement endommagé, une imprimante 3D, pour absolument tout en fait, plein d'outils et vis en tout genre, et des Dremel soudeuses, etc. On n'a pas pris ça uniquement pour nous, hein. On sait bien que certains clubs vont avoir des problèmes non anticipés, et nous aussi. On ne peut pas absolument tout prévoir. Le but, c'est de s'entraider pour gérer ses emmerdes et celles des autres. Avec tous les clubs sur place, normalement, si on amène tous un peu plus que nécessaire, on devrait tous pouvoir trouver notre bonheur. C'est un point que j'ai très peu souligné dans la précédente vidéo. En même temps, il n'y avait pas grand monde. Et même si la priorité de chaque club, c'est de lancer sa fusée, l'entraide est incroyablement puissante et magique en fait. Au fur et à mesure que les clubs lancent leur fusée, ils sont de plus en plus disponibles pour aider ceux qui ont plus de mal que les autres. Nous, on pensait lancer dans les premiers et aider un maximum de monde. Et vous verrez que c'est pas exactement ce qui s'est passé. Samedi matin, on commence donc à tout préparer. À l'origine, on avait extrêmement confiance en notre fusée. On se disait qu'on allait passer les qualifications sans trop de problèmes, en tout cas sans problème critique,
Par contre, sur certains aspects, en termes de programmation, c'était beaucoup plus flou. Tout marchait à peu près bien, en tout cas assez pour se dire que ça fonctionne quand on regarde de loin, mais plus en détail, on remarquait rapidement des problèmes qu'on ne pouvait pas considérer bénins. Par exemple, pour l'algorithme d'ouverture automatique du parachute, on avait d'un côté des simulations MATLAB qui fonctionnaient très bien, et de l'autre l'Arduino qui possède normalement le même algorithme, mais juste pas sous la même forme, et devrait donc faire la même chose. Est-ce que d'après vous, ça faisait la même chose? Donc on commence à mettre au point une méthode pour s'assurer que les deux algorithmes sont bons. Pour expliquer rapidement, on va prendre les données du vol de Taranis, les injecter dans MATLAB d'un côté et notre programme de l'autre, pour vérifier qu'ils se comportent à peu près de la même manière. Et on y arrivera après pas mal de debug. L'esprit peut être très con parfois. Un petit exemple. Au lieu de mettre plus égal quelque part, on a mis égal plus. Alors pour ceux qui n'ont pas compris, d'un côté c'est comme si on ajoutait la valeur à droite du plus égal à celle à gauche du plus égal, et de l'autre c'est comme si on remplaçait simplement la valeur à gauche par celle de droite. C'est légèrement différent. Et c'est un problème qui se voit absolument pas facilement dans des milliers de lignes de code. Entre-temps, on met aussi en place des méthodes pour étalonner les capteurs. On se rendra vite compte que le GPS ne veut juste plus marcher, et on ne sera pas les seuls dans ce cas. Beaucoup de groupes vont se plaindre de ces GPS qui ne veulent juste plus retrouver leur position, et on ne sait toujours pas pourquoi. Est-ce que c'était vraiment de la mauvaise qualité, ou est-ce qu'une tempête solaire visait le C-Space à ce moment-là? On n'en sait rien. Ce qui est certain, c'est qu'à l'avenir, j'utiliserai du GPS en SPI, plus rapide et de meilleure qualité en général. La journée du samedi s'est passée sans trop de soucis, et autour de nous, les autres clubs sont arrivés tout au long de la journée. Mention spéciale à Leofly, qui ont ramené des montagnes de boissons énergisantes et un frigo dans leur énorme camionnette. C'était très drôle. Le dimanche, après les remarques insistantes des contrôleurs qui savaient très bien qu'ils allaient trimer toute la semaine pour nous contrôler et qu'il valait mieux commencer de suite pour étaler la charge le plus possible, on a décidé de qualifier mécaniquement la fusée. Donc on transporte la fusée jusqu'à la qualification qui se trouve ici. Alors ces 100 mètres là, ils ont l'air de rien, mais c'est comme le couloir qui mène à ton appartement. Au bout d'un moment, tu n'en peux plus. Ce serait quand même plus simple d'avoir les contrôles plus près. Le contrôle mécanique se passe très bien, sauf pour les patins. Pour tirer la fusée, on utilise une rampe. Cette rampe peut soit guider la fusée par frottement en l'emprisonnant au milieu de longues barres en métal, c'est ce qu'on appelle des rampes cages, mais nous on avait une caméra qui dépassait, et donc impossible d'utiliser une rampe cage. On utilise donc une rampe rail, qui nécessite donc qu'on monte des patins pour glisser dans le rail et guider la fusée. On a placé ces patins de l'autre côté par rapport à la caméra pour équilibrer un peu la traînée de chaque côté de la fusée. Je passe les études qu'on a fait sur Fluent pour montrer que non, les caméras et les patins ne posaient pas trop de problèmes. De toute façon, en général, on ignore l'impact des patins qui sont uniquement d'un côté de la fusée. Maintenant que vous savez pourquoi on a des patins, il faut que je vous explique ce qui n'allait pas. En fait, on utilisait des patins en résine imprimée en 3D. Et c'était une bonne idée de merde. Ça casse beaucoup trop facilement. Et ça a cassé lors des contrôles. Bon, ce n'était pas la mort, on se doutait que les patins allaient être gênants, mais ce qui était assez énervant, c'est qu'on a régulièrement demandé à faire ce test au RCE, et on n'a jamais pu le faire, car les rampes et les rails restent au C-Space. Alors oui, on peut acheter des rails dans le commerce, mais il n'est clairement pas la priorité pour un projet, surtout quand le budget est tendu, et qu'on n'a ni le temps ni l'expertise pour le faire. Toutes les écoles du monde n'ont pas un dynamomètre ou ne vont simplement pas le prêter à des étudiants. Je parlerai peut-être un jour de toutes les anecdotes dingues qui se sont déroulées autour de ces projets, mais en attendant, on va continuer. Pour remplacer ces patins, on demande au club Leofly de nous aider. Il nous propose une solution à partir d'un filament en impression 3D, qui est extrêmement résistant et souple, donc il ne risque pas de se briser aussi facilement que la résine. Mis à part les patins, on nous demande de mieux centrer le moteur dans la fusée et on utilisera du scotch aluminium. C'est un truc qui est ultra résistant à la chaleur. Franchement, je n'ai jamais vu ça. En soirée, on teste la ligne du parachute, qui va nous faire une belle frayeur. Car le tendeur élastique qu'on utilise pour absorber les chocs s'était brisé. Heureusement qu'il était en parallèle du reste de la ligne. Finalement, on se fera interrompre par une pizza party et donc l'arrêt des contrôles. Nous, n'étant pas invités, on va résoudre nos petits problèmes. Refaire les patins, recoudre le tendeur élastique du parachute, etc. Le lundi, on repart en qualification mécanique, sauf que rien n'a été noté. L'interruption de la pizza party fait qu'une bonne partie des informations ont été éclipsées par l'attrait du remplissage de panse. Après un long moment pour expliquer que oui,
on a déjà validé ces tests et que non, on ne va pas recoudre encore une fois la ligne du parachute pour faire un test qui a déjà été validé, on est enfin qualifié mécaniquement. Ça va être simple et sans histoire, n'est-ce pas? Ensuite, on va quand même pas mal nous mettre la pression vis-à-vis des BMS. Les BMS, ou Battery Management System, c'est un système qui évite qu'on surcharge ou décharge les batteries. Sauf qu'on nous a dit que si c'était pas déjà intégré dans la batterie lorsqu'on l'achète, ce n'était pas bon. Alors déjà, comme pour certaines règles dans la vidéo précédente, c'est écrit nulle part. Pas dans le cahier des charges, pas dans le document qui décrit l'utilisation des batteries. Ça la fout mal quand même quand tu as littéralement un document qui traite des batteries et des BMS et que c'est précisé nulle part. On était très frustrés surtout car plein d'associations sont déjà venues nous demander des BMS en rab. Donc on se rend bien compte que personne ne suit cette règle, que personne n'a écrit. Au final, on lancera sans suivre cette directive car elle est imposée à moins de 5 jours avant le lancement et qu'elle est impossible à suivre. Je pense qu'il faudrait écrire un deuxième cahier des charges avec les règles faciles du premier, ça serait pas mal. Bon, je tacle pas mal sur les sujets du cahier des charges, mais il faut bien comprendre que c'est super difficile de juger équitablement tous les projets en qualification si tout le monde ajoute ou interprète les règles différemment. Le cahier des charges, c'est votre Bible, mais quand ça sort du cahier des charges, ça doit être une discussion qui doit prendre en compte à la fois l'avis du club et les suiveurs qui ont de l'expérience. Je pense que sinon ça peut vite se transformer en télé-réalité, et de toute façon, le soir même, on est venu nous voir pour nous dire qu'il n'y avait pas de problème, suite probablement à une réunion entre suiveurs. Mardi matin donc, après beaucoup de résolution de bugs et de calibration, on passe enfin à la dernière étape de la qualification, et vraiment la plus stressante, c'est le vol simulé. C'est toute la chronologie, donc toute la checklist qui est déroulée, et comme on avait une station sol à installer et un live, elle était ultra longue. Mais de toute façon, on n'a pas eu le temps de la faire en entier car rien n'allait. En fait, la chronologie doit être ultra précise, jusqu'à dire quels câbles sont branchés dans quel ordre, à quelle prise. Donc forcément, quand tu as un PC, une antenne et une caméra installée, ça devient vite très long. Donc on repasse plein de fois en faisant plein de modifications à chaque fois, et franchement, je pense qu'on pour économiser du papier, on pourrait simplement utiliser des tablettes. Je sais pas combien de fois on a dû réimprimer le truc, mais je commence à comprendre pourquoi l'imprimante n'a jamais de papier. Après plein de répétitions, franchement, on aurait dit du théâtre à force, on connaissait tout le script, alors que le but ce n'est pas de l'anticiper. À 22h, 23h, on est qualifié. On me demande de signer un document et on me dit que c'est la première FUSEX, c'est très bien. Moi, je suis totalement explosé, j'en peux plus et je vois déjà mon livre. On nous dit qu'on lance le lendemain matin. Et après une journée de répétition complète, je sais très bien que toutes les batteries sont vides et qu'il faut tout recharger. Donc, on va recharger les batteries toute la nuit en les laissant dans le dortoir des gardiens. Comme il y a eu beaucoup de problèmes avec les batteries, dont un incident au contrôle minif où une vis à bois a percé une batterie, tout le monde était un peu sur les nerfs. À retenir, si vous le pouvez, n'utilisez pas des batteries lithium-ion. Le mercredi matin, c'est le grand jour, le jour du lancement. Sauf que ça ne sera pas le matin. La tour de Lourdes, qui n'est pas loin, fait grave chier. Tous les matins du C-Space, les lancements de FUSEX ont été empêchés car la tour de Lourdes a un équipement en panne. Alors, je vais sortir un argument d'autorité car je pilote. Ce n'est même pas un NOTAM, l'alerte qui interdit aux avions de passer au-dessus de nous. C'est littéralement écrit sur la putain de carte que tu dois utiliser quand tu voles. En fonction de leur activation, tu ne dois pas être à moins de 3200 mètres d'altitude. Normalement, le mec qui passe au-dessus de nous à 400 mètres, il perd sa licence tout de suite et il n'y a pas de débat. Alors, sachant que c'est arrivé plusieurs fois, je pense qu'il y a un petit laisser-aller sur la réglementation là. Vu que je suis en totale digression et que je rage, je vais vous faire une petite comparaison. À Merville, dans le nord de la France, vous avez une usine de roquettes qui est située à côté de l'axe de piste. Je vous jure que si vous passez trop bas, vous allez recevoir une amende dans la journée. Là, c'est une base militaire qui a une zone de tir et une zone de largage de parachute. Pas une usine de salade. Le mec devrait à minima recevoir un avertissement. Et à ce moment-là, à mon humble avis, les clubs dans le coin, ils vont vite se passer le mot et arrêter de passer dessus quand c'est activé. Surtout que le C-Space, c'est quand même prévu un mois à l'avance. Rien à voir avec les NOTAM qui peuvent apparaître des fois dans la journée. Bref, zen, mais fait chier. Bref, l'après-midi, on peut donc enfin lancer. On prend donc le camion, avec des coussins pour protéger la fusée du camion. On part en temps de Jupiter pour préparer la station sol, car oui, ça prend le plus de temps et du coup, pendant ce temps, on va laisser l'autre équipe en rampe lancer. Et après le lancement, c'est très bien passé, on revient en zone de lancement pour mettre la fusée en rampe. Le projet est donc sur le point de s'envoler, on glisse la fusée le long de la rampe, et là, c'est le drame. La fusée tombe littéralement de la rampe, et elle s'est séparée sur ses deux patins.
Elle a violemment impacté la plaque en métal juste en dessous et mon cœur s'est arrêté. On revient avec la fusée en temps de Jupiter, puis on prend le camion avec la fusée dans le mauvais sens. On revient à la base et on essaye de résoudre le problème des patins. Mindspace nous donne 2 patins qui ont servi pour leur fusex de 12 kg. La nôtre en faisant 6, ça devrait donc le faire. On déplace le patin supérieur au-dessus du centre de gravité en perçant la case parachute. Mécaniquement, on n'avait pas d'écrou pour fixer les patins. C'était directement le corps de la fusée qui reprenait les efforts via un taraudage sur 2,5 mm. Maintenant, le patin du centre, il est traversant et un écrou freiné reprend les efforts à l'intérieur. Par contre, du côté du moteur, c'était impossible. J'ai donc eu l'idée de refaire le taraudage plus grand et de poncer l'extrémité de la vis qui dépassait avec une Dremel. L'idée, c'est que la déformation mécanique de la vis lorsqu'on la ponce crée un fin couvercle qui va reprendre un peu les efforts, mais heureusement, le patin arrière reprend très peu d'efforts et ne devrait pas trop avoir de problème. On revient donc au vol simulé, car il faut requalifier la fusée. Et là, second drame, l'expérience ne marche plus. On démonte donc la fusée et on trouve un câble d'alimentation qui a été à moitié tranché par le tube lors de l'intégration. On revient en vol simulé et là, la TLM et l'expérience s'allument en même temps. Alors c'est pas normal du tout car leurs alimes sont séparés et même encore aujourd'hui, je sais pas du tout comment ça a pu arriver. Les pistes sont clairement séparées, il y a une division des plans de masse, les lignes ne sont pas du tout à côté, il n'y a pas de court-circuit par le corps, elles n'ont pas du tout de continuité ensemble, pourtant elles s'allument ensemble. Après 3 chronologies dignes de Vishnu, où à chaque fois ça marche à l'atelier, et quand on va au contrôle ça ne marche plus ou ça fait des dingueries, au final on pense savoir d'où ça vient, et franchement j'aurais dû le deviner. Car j'avais déjà eu des problèmes électriques dans cette zone que je pensais avoir résolus. Mais probablement que le choc de la fusée a cassé une soudure dans cette zone, causant plein de problèmes. Du coup j'essaye de ressouder cette zone, sauf que j'ai oublié d'enlever la batterie et de fermer l'interrupteur. Il faut bien comprendre que là, on s'est mangé 5 jours intenses avec très peu de sommeil efficace et que les événements de la journée ont vraiment ajouté aux montagnes russes émotionnelles qu'on bouffe depuis le début du projet. Du coup, en soudant, j'ai court-circuité le 5 volts avec le 12 volts. Bref, j'ai grillé toute l'électronique. À ce moment-là, on a décidé de tenter de tester le séquenceur juste pour voir s'il avait été touché. Le servomoteur du séquenceur est pile à la bonne taille pour ouvrir la trappe et on n'a pas de remplacement. Ça veut dire que si ça ne marche plus, c'est foutu. Je lance le séquenceur et absolument rien ne se produit. C'est simple, à ce moment-là, j'ai fondu en larmes. 2 ans de travail partis en fumée sur une erreur de merde et on est resté plusieurs minutes comme cela. Après ce moment pas du tout agréable, avec l'émotion retombée, par acquis de conscience, j'ai retesté une seconde fois le séquenceur et là, le cerveau a tourné parfaitement normalement. Vous voyez le niveau des montagnes russes émotionnelles qu'on se prend là? Bref, c'est le moment où on a décidé de tout tenter, on n'en a plus rien à faire et on essaye jusqu'à la fin. Oui, l'expérience a cramé, mais on a tous les remplacements nécessaires pour tout refaire. Et il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est qu'on est mercredi soir et le jeudi midi, les qualifications doivent se finir. Donc on a au maximum 7 heures pour tout refaire, sachant qu'il y a un couvre-feu la nuit. Je m'y remets donc à l'aide d'un coéquipier et on avance vraiment bien. Mais on ne peut pas vraiment le savoir, car on n'a pas le temps de tester. Pour vous dire, au milieu de la nuit, je me suis réveillé d'un coup en me disant « J'ai soudé le capteur de pression à l'envers !» Et c'était vrai. Le lendemain, comme il restait peu de temps, on a demandé à tous ceux qui le pouvaient de nous aider. Je remercie grandement la Debug Team, Leofly, Ipsa Space System et tous ceux qui nous ont aidés ou participé à ce dernier gros rush du projet. Une fois tout soudé, c'est le moment de vérité. On branche la Teensy et là, rien ne se passe. Tout est noir. Et là, on s'est dit que c'était encore mort. Sauf que je me suis souvenu qu'on a mis la même carte SD que l'expérience qui avait cramé. Par acquis de conscience, j'ai remplacé la carte SD et là, tout s'est allumé, comme un sapin de Noël. C'était la carte SD qui avait fait court-circuit. Et à part ça, tout fonctionnait. Sauf les photocouplets. C'est les composants qui permettent au séquenceur et à l'expérience de communiquer. À première vue, on s'est dit qu'ils étaient cramés, donc on les a remplacés, mais ça ne changeait rien. Et ils sont très importants, sinon on ne peut pas activer les expériences. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte qu'une des résistances de pull-up n'avait pas du tout la bonne valeur. Au lieu de 2 kOhm, c'était 2 mégaohms. Mais ça ressemble beaucoup, et avec la fatigue, personne ne l'a remarqué. En remplaçant cette résistance, tout fonctionnait. Ensuite, on a branché la TLM,
Sauf qu'elle ne s'est pas allumée. C'est moins grave car c'est pas vital pour le vol, mais c'est très chiant vu le temps qu'on a passé dessus. J'ai tenté un truc. J'ai relié le régulateur de tension 3,3 volts directement au 3,3 volts de l'Arduino Nano. C'est vraiment une manœuvre désespérée, et après cela, on a testé la TLM et on recevait des données. Plus tard, on remarquera que c'était juste la résistance de la LED qui était censée nous indiquer le bon fonctionnement de la TLM qui était mal soudée. Bon, il est 14 h et on va au contrôle. Sachez que le jeudi, lorsqu'on dépasse 12 h, on est en mort subite. Ça veut dire que si quelque chose ne va pas, on ne vole pas, il n'y a pas de seconde chance. On fait le vol simulé et heureusement, tout s'est bien passé. Et vous imaginez le stress qu'on a vécu. On nous demande d'aller directement en zone de lancement et de lancer le plus tôt possible. Car maintenant, il y a plein de monde. Et évidemment, on n'a pas pu lancer ce soir-là. Et on s'est donc préparé à se lever très tôt le lendemain pour lancer. Pour info, le vendredi, la fenêtre de tir commence à 8h30 et ferme à 12 h. Donc on a 3h30 pour lancer 6 Fusex. On arrive donc à 7h30 et on attend. On attend et on attend jusqu'à 10h30 où on apprend vite qu'on passera avant-dernier. C'est le défaut d'avoir une chronologie de grand malade. Et au final, sur la rampe à 11 h, on nous apprend qu'on passera en dernier, juste après la fusée de Polytechnique. Sauf qu'on attend environ 30 minutes car il y a un putain d'avion dans la zone. Putain, mais il cherche à mourir ou quoi? Pendant ce temps gracieusement alloué par la Tour de Lourdes, j'ai demandé à Francesco, qui travaille sur la fusée de Polytechnique qui part juste avant nous, de ne surtout pas faire un long feu. Devinez ce qui s'est passé. Un long feu, c'est quand l'allumeur s'allume, mais le moteur ne part pas. La procédure requiert qu'on attende 30 minutes pour être certain que le moteur ne s'allume pas quand les pyros vont revenir toucher au moteur. Il reste donc environ 30 minutes avant la fin de la fenêtre de tir. Et la fusée de Polytech doit être lancée, quand tout d'un coup, long feu. Bon, on s'est dit que c'était foutu. On a travaillé 2 ans, on a tout donné une semaine complète, mais c'est fini, on remballe. Sauf que des héros sont venus nous sauver. En effet, il ne faut pas toucher au moteur pendant 30 minutes. Mais notre fusée, elle peut partir. Surtout que les images des drones montrent que la canne d'allumage de l'autre fusée est tombée du moteur. Donc le moteur n'a peut-être tout simplement pas été mis en contact avec une flamme. Les pyros nous préviennent de nous préparer, car on va lancer 5 minutes avant la fin de l'horaire, en laissant donc 20 minutes au moteur qui est en long feu pour se décider. Je pars pas, je pars pas. Ainsi, à 11h55, 5 minutes avant la fin de la fenêtre de tir, on appuie enfin sur le bouton. Et là, 4,